Bienvenue sur Who You Gonna Call, le podcast qui démystifie le paranormal. Je suis chasseuse de fantômes et avec mes invités, nous décortiquons les phénomènes paranormaux emblématiques en rétablissant la vérité. Entre mythe et réalité, nous sommes là pour vous éclairer dans la joie et la bonne humeur. Allez, vous êtes prêts ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Je suis très heureuse de vous retrouver parce que oui, je le sais, ça fait longtemps. Et je sais aussi également que sur le dernier podcast qui est sorti, il me semble, au mois de décembre, je vous avais promis que le podcast reviendrait, qu'il serait plus régulier avec sa nouvelle formule filmée. Alors comme vous pouvez le voir, en tout cas si vous regardez, c'est filmé. Si vous écoutez actuellement le podcast, sachez qu'il y a une version filmée que vous pourrez retrouver sur YouTube. Mais oui, je sais, on est au mois de juin, il s'est passé 6 mois et j'ai des choses à vous raconter. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour vous donner du sens. Mais là, a priori, cette fois-ci, je vous promets, on revient de façon régulière. Alors comme je vous avais dit à l'époque, la nouvelle formule veut que ce soit filmé déjà, donc ça donne un petit peu d'interaction, un petit peu de visuel. Et également de temps en temps, je vais recevoir des invités, donc vous pourrez retrouver certains des chroniqueurs que j'avais sur le podcast depuis quelques années, mais aussi d'autres personnes. Une nouveauté que j'ai ajoutée dernièrement et qui est extrêmement cool, c'est qu'il y a désormais une messagerie en ligne qui permet à toute personne de pouvoir laisser un message que j'écoute directement sur le podcast et ça donne comme ça une interaction directement avec les auditeurs et c'est génial. Donc la messagerie a été mise en place depuis quelques jours, j'ai des personnes qui m'ont laissé des messages, donc on va y revenir après, ce sera la partie un petit peu libre antenne. Mais pour l'instant, revenons à ces mystérieux 6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc sur le dernier podcast, j'avais reçu River James et Julie et ensemble on s'était plus ou moins confié sur l'année qui venait de passer et qui avait été un véritable calvaire. Et en fait, si vous préférez, après le podcast, même si j'étais pleine de bonne volonté, il y a eu une succession de nouvelles galères. Et je suis arrivée à un moment de ma vie où vraiment j'avais plus le contrôle de rien du tout et j'ai décidé du coup de prendre une décision radicale et je suis allée m'enfermer dans une abbaye. L'envie première était simplement d'aller faire une petite retraite spirituelle. La petite retraite spirituelle a fini en plusieurs mois au cœur d'une abbaye. Une abbaye en fonction, avec des religieuses, plus particulièrement des bénédictines. Et ce que j'ai vécu pendant ces quelques mois a été absolument incroyable. Je vais juste effleurer la surface de cette histoire-là parce que ça mériterait franchement peut-être un podcast ou en tout cas que je prenne beaucoup plus le temps, mais là c'est pas le sujet. Mais en tout cas, les quelques mois dans cette abbaye ont été... J'ai pas les mots en fait, c'est-à-dire que j'avais des attentes évidemment simplement peut-être juste d'avoir la paix, une paix mentale, et en fait ça m'a complètement transformée. Alors, je ne suis pas devenue religieuse ou bénédictine pour autant, depuis, j'avais besoin d'être hors du temps, hors du monde, vraiment. Je voulais un truc, une coupure nette, et pendant ce temps-là, ce temps imparti, j'ai vraiment fait une coupure avec les réseaux sociaux, alors pas à 100%, mais j'ai vraiment fait une détox. J'étais dans un lieu où en effet il n'était pas possible de parler, où il ne fallait pas faire de bruit, où j'avais dans ma chambre ce qu'il y avait de plus sommaire, un lit, un bureau et le Nouveau Testament, bien évidemment. Donc tout a été très simple, pas du tout tourné autour de la religion, mais plutôt tourné autour de moi-même et autour de ma santé mentale. Et c'était vraiment une expérience unique. Aujourd'hui, si je peux vous conseiller quelque chose, si un jour vous sentez que vous tournez en rond dans votre vie ou que tout vous écrase, pensez à faire une retraite spirituelle. Il y a des centaines d'abbayes en France qui peuvent vous accueillir pour des retraites spirituelles. Vous allez vivre quelque chose d'unique. Voilà, tout simplement. Donc si vous avez besoin d'une coupure dans votre vie, ne serait-ce que le temps d'un week-end, faites-le vraiment. Moi, ça m'a enrichi, ça m'a fait grandir, ça m'a fait évoluer. C'est complètement fou. Et donc ceci étant dit, je vous dis, pour autant, ma vision sur le paranormal n'a pas forcément changé. En fait, ce qui a changé, c'est beaucoup plus mon implication dans le paranormal. Et là, oui, j'ai pris de grandes décisions. J'ai vite senti, en fait, que ce qui me manquait, là, depuis quelques temps, c'était la recherche pure. Tout ce qui était fioriture, tout ce qui était autour commençait à m'encombrer l'esprit également. Et je me sentais un peu perdue. Ça faisait partie, c'était noyé dans la masse de mes problèmes, mais ça faisait partie des questionnements que j'avais sur est-ce que moi, ma démarche dans le paranormal est juste et est-ce qu'elle me convient ? Et en fait, il y a des choses que j'ai adoré faire ces 10 dernières années, depuis que je suis vraiment très active dans le paranormal. Il y a des choses soudain qui m'ont semblé de trop, entre autres organiser les événements, et je me suis dit ça, il faut arrêter. C'était génial,
T'as lancé un mouvement en France, ça a ouvert d'autres mouvements en France, maintenant il y a d'autres événements, donc ça, ne serait-ce que pour ça, je suis très contente. J'ai rencontré des gens fantastiques, que ce soit les personnes qui venaient sur les événements, les personnes avec qui j'ai collaboré, et dernièrement, du coup, un énorme cœur, beaucoup d'amour pour mes amis River James et Julie, et puis les propriétaires, les lieux qu'on a fait, enfin voilà, j'ai beaucoup de fierté sur cette époque, mais c'est vrai qu'il s'est passé 10 ans c'est énorme. J'ai consacré beaucoup de temps, d'énergie, et il était temps que ça s'arrête. Donc j'ai pris la décision d'arrêter la partie événement en tout cas, et toute cette partie-là qui prenait beaucoup de temps et qui était hyper énergivore. Et donc je me consacre énormément à tout ce qui est recherche, écriture, recherche pure. C'est-à-dire que même les enquêtes, j'en fais vraiment beaucoup moins. Vraiment, moi je suis vraiment sur l'aspect recherche pure, un petit peu comme quand j'ai commencé finalement. Donc là on est un petit peu sur un retour aux sources, mais avec 15 ans d'expérience derrière. Et le truc en plus, et c'est vrai que j'en avais pas parlé sur le dernier podcast, c'est que j'ai fait une année de parapsychologie. Alors cette année de parapsychologie, elle a commencé de façon scolaire, c'est-à-dire qu'elle avait commencé à la rentrée 2024, et c'est quelque chose que j'ai fait à distance, puisqu'à l'époque j'étais encore à l'étranger avec la jambe dans le plâtre. Et vraiment c'est quelque chose que je voulais faire depuis quelque temps, parce que moi j'ai toujours su que la parapsychologie était plus ou moins une direction à prendre quand on se lance dans le paranormal, ou en tout cas quand on a envie d'avancer et d'obtenir des réponses un peu plus fiables. Mais je pense que j'en avais pas conscience à ce point. Et en faisant cette première année de parapsychologie, je me suis rendu compte qu'en fait, déjà, dans les théories qui étaient énoncées, il y avait pas mal de réponses, et que moi j'arrivais à faire beaucoup de corrélations avec des phénomènes que j'avais moi-même vécus. Et en fait, ça a vraiment été, toute cette année-là de première année de parapsychologie, une vraie révélation. Ça a développé plein de trucs dans mes envies, dans mes ambitions. Et déjà, l'idée, c'est évidemment de terminer ce cursus en 2 ans. Alors, c'est pas un cursus qui apporte grand-chose en quelque sorte, si ce n'est le savoir qui est largement suffisant. Mais je vais pas pouvoir en faire grand-chose, en tout cas en France. La parapsychologie n'est pas reconnue, le statut de parapsychologue n'est pas un métier, mais comme la chasse aux fantômes, de toute façon, moi j'ai pris une direction qui fait que je serai jamais reconnue pour ce que je fais, en tout cas à hauteur de ce que je voudrais. Mais c'est pas vraiment ça que je voulais. De toute façon, je comptais pas ouvrir l'an prochain un cabinet de parapsychologie. Moi, je vous invite une fois de plus à vous plonger, si vous avez le temps, dans la parapsychologie, parce qu'il y a tellement de sujets intéressants. Donc là, c'est ce que j'essaye d'amener un petit peu plus sur ma chaîne, tous ces sujets de parapsychologie qui peuvent parfois être un petit peu complexes, et à la fois, quand vraiment on s'y intéresse, on se rend compte que tout est censé, en fait. Tout est censé, tout est intéressant, que derrière tout ça, et depuis que la parapsychologie existe grâce à la SPR ou d'autres mouvements, on se rend compte que derrière, c'est quand même des scientifiques, c'est des psychologues, c'est des physiciens, c'est des docteurs, enfin voilà, il y a plein de types de métiers issus des sciences, et du coup, forcément, les sujets abordés sont hyper enrichissants. Et pour moi, la parapsychologie est devenue un immanquable dans mes recherches. C'est vraiment un truc que je veux utiliser, voire que je veux pousser au maximum. Donc voilà, donc dans ces 6 derniers mois, il s'est passé tout ça. Il s'est passé une immense retraite spirituelle qui a développé des envies, des ambitions très différentes, une nouvelle vision dans mon implication dans le paranormal. Et bien évidemment, j'avais toujours envie de faire le podcast, parce que pour moi c'est toujours très important de vulgariser les phénomènes paranormaux, d'essayer d'apporter quelque chose, d'essayer d'apporter ma petite contribution, et voilà, tout ça c'est vraiment très important. Donc le podcast, les vidéos, ça va rester, c'est sûr et certain. Et du coup je suis très heureuse de vous retrouver, et on va se retrouver de façon bimensuelle. J'espère que ça vous fait plaisir. Dans les choses extrêmement cool qui se sont passées cette année, il y a également une expo à laquelle j'ai été invitée à participer. Alors c'était vraiment pendant cette période où j'étais à l'abbaye, donc c'est la seule chose que j'ai fait pour l'extérieur. Et c'était complètement fou, puisque le commissaire de l'exposition n'est autre que Philippe Charlier. Donc quand vous recevez une invitation à contribution de la part d'une personne que vous admirez profondément, je peux vous dire que à ce moment-là, je me suis demandé ce qui se passait. J'ai regardé partout, est-ce que c'est une caméra cachée ? Vraiment, c'était incroyable. Alors, c'est une exposition qui s'appelle Fantôme, qui commence le 21 juin et qui se déroule à Draguignan. C'est une incroyable exposition qui va reprendre un petit peu toute l'image du fantôme dans le monde entier, mais également tout ce qui se passe autour du fantôme, tous les métiers, tout ce qu'on a pu consacrer en termes de recherche. Je peux rien vous dire parce que je veux que vous le découvriez, mais il va y avoir des objets au niveau du musée qui sont rares, qui sont exceptionnels, que vous allez pouvoir approcher. Moi, il y a un objet que je veux voir absolument, je le dirai pas là parce que je pense que j'essaierai de faire une vidéo. Il va y avoir plusieurs salles. Et il y a une salle, entre autres, sur la technologie et la chasse aux fantômes, donc je serai dans cette salle.
Et ma contribution est une contribution vidéo où je parle tout simplement de la chasse aux fantômes, comment ça se passe, qu'on utilise, etc. Donc c'est un honneur absolu. Et en prime, j'ai eu l'opportunité de pouvoir écrire pour le catalogue de l'expo qui va sortir et qui comprend aussi également plein d'auteurs absolument fascinants, dont Philippe Charlier évidemment. Donc ça aussi, ça a été hyper gratifiant et ça venait un petit peu seconder toute cette vision et toutes ces nouvelles envies que j'avais dans le paranormal. Bon, je vous le dis pas, mais j'ai aussi écrit un nouveau livre, on en reparle à la fin. Donc je vous le disais, dans cette nouvelle formule, il y a désormais une libre antenne où je prendrai quelques minutes sur le podcast pour écouter vos messages, pour y répondre, parce que, en fait, comme son nom l'indique, c'est une libre antenne, donc vous pouvez poser des questions, vous pouvez partager une expérience, vous pouvez faire une recommandation, à partir du moment où on reste dans la thématique du paranormal. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le lien, je vais le mettre directement dans les commentaires, ou en tout cas dans la bio. Et il y aura donc ce nouveau rituel sur chaque épisode, et c'est très important pour moi parce que j'ai envie de donner la parole à un maximum de personnes. En tout cas, pour ceux qui sont partants, vous êtes vraiment les bienvenus, et moi, ça me fait vraiment plaisir de donner la parole à toutes les personnes qui écoutent ce podcast, puisque c'est aussi une petite manière pour moi de vous remercier. Puisque ce podcast-là n'a pas vraiment de thème, je vous propose en fait de faire un petit point sur les news, sur les choses qui se passent ou qui se sont passées dans le milieu du paranormal en ce moment ou ces derniers mois. Alors, il y a déjà une histoire complètement folle, je pense que vous l'avez vu probablement passer, qui concerne Aaron Goodwin, du coup, qui est un des enquêteurs principaux de Ghost Adventures, qui est mon chouchou, celui que je préfère, et qui est le chouchou, je pense, de beaucoup de personnes. On va prendre le parti que vous ne connaissez pas du tout cette personne. Il faut savoir que Ghost Adventures est donc une émission d'enquêteurs paranormaux. Ils font partie des premiers et ça fait 20 ans maintenant que cette émission existe. Ce sont les plus connus, ce sont ceux qui s'en sortent le mieux en quelque sorte, puisque l'émission n'a jamais été arrêtée, donc c'est la seule. C'est la seule qui a duré aussi longtemps. Zak Bagans, qui est donc l'enquêteur principal et celui qui est à la base de tout, est vraiment extrêmement fortuné. J'imagine que les autres enquêteurs aussi, mais je pense que c'est Zak qui prend un maximum de choses parce qu'en plus il développe plein de concepts à côté. Il a le Haunted Museum à Las Vegas qui est hyper célèbre maintenant, tout le monde y va. Donc voilà, lui il arrive vraiment à faire profit de ce métier-là. Je pense que il y a peut-être 10 personnes, oh là là mon Dieu, je suis beaucoup trop gentille, il y a peut-être 5 personnes dans le monde qui sont fortunées grâce à ce milieu, mais sinon le reste on galère vraiment tous, et pour beaucoup on a d'autres métiers à côté parce que sinon on peut pas du tout vivre, hein, évidemment. Et du coup, dans ce groupe d'enquêteurs, il y a Aaron Goodwin qui est là depuis le tout début littéralement, donc depuis 20 ans, il est connu pour être dans Ghost Adventures. Comme je vous dis, c'est un peu le chouchou de tout le monde. Moi je l'ai rencontré à 2 reprises quand je suis partie aux États-Unis et quand j'allais sur des conventions, parce qu'au début en fait il faisait pas mal de conventions avec Zak d'ailleurs, et j'ai pu le rencontrer à 2 reprises et c'est vraiment un amour. Et en fait Aaron est avec une femme depuis 7 ans, Victoria, donc c'est un truc qu'il a officialisé très vite parce que voilà, il était extrêmement amoureux et elle aussi donnait l'impression qu'elle était extrêmement amoureuse. Et ils se sont mariés, enfin voilà. Ils donnaient l'image, en tout cas à travers les réseaux, d'être un couple modèle, vraiment, enfin, ce genre de couple, vous savez, qui vous réconcilie avec l'amour, où vous dites, ouais, mais en fait ça existe, voilà, c'est vraiment ça, quoi. Et il y a 2 mois, je vous dis, ça a fait les gros titres de tous les journaux, beaucoup à l'étranger, mais aussi un petit peu en France. Tentative de meurtre sur Aaron Goodwin par sa femme. Alors c'est pas elle qui a voulu le tuer directement, elle a commandité une personne pour le faire, et il était prévu qu'il se fasse tuer sur un de ses lieux de tournage. Le plus fou dans cette histoire, c'est que la personne qui avait été commanditée était en prison. Et cette personne qui s'appelle Grant Amato avait fait l'objet d'un documentaire où justement on racontait toute son histoire, puisque c'est une personne qui a tué toute sa famille. Très étrangement, mais on sait que ça se produit beaucoup, ce documentaire a créé la fascination chez Victoria, donc la femme d'Aaron. Elle s'est empressée de le contacter, dans un premier temps je pense parce qu'elle avait eu probablement un coup de foudre, en tout cas ce qui est ressorti c'est qu'elle était tombée amoureuse de lui et qu'ils entretenaient une sorte de relation à distance pendant plusieurs mois. Et au bout d'un moment, dans leurs échanges, Victoria a demandé en effet à Grant Amato de faire tuer Aaron pour qu'elle puisse être disponible et pour qu'elle puisse se mettre avec lui. Le plus fou dans cette histoire, c'est que vous me direz mais pourquoi elle n'a pas simplement demandé le divorce comme la majorité des gens? On n'a pas besoin d'en venir à tuer les gens, bien évidemment. La première version qui était sortie à l'époque, c'était que Victoria apparemment voulait quitter Aaron depuis longtemps, mais qu'il l'en empêchait. Voilà, lui, il était vraiment dans sa bulle. Il imaginait que leur amour était parfait, donc il ne comprenait pas pourquoi elle voulait partir.
Ça, c'était la première version, mais c'est vrai qu'à cette époque, tout était à l'état de rumeur, donc on savait pas trop. Donc le jugement a été rendu dernièrement, Victoria a eu sa sentence, et elle a écopé 3 ans de prison, du coup, pour cette tentative de meurtre. En fait, ce qu'il y a de plus bouleversant dans les images de ce procès, puisqu'il est possible de les trouver sur Internet, c'est que on voit Aaron, du coup, expliquer sa version des faits en larmes, du début à la fin. Et il explique tout simplement que lui, il était persuadé que c'était l'amour fou, qu'il l'a pas vu arriver, que apparemment, c'est sa version, Victoria l'aurait énormément trompé, qu'ensuite elle a pris contact avec cette personne, que Victoria a donc envoyé beaucoup d'argent à Grant pour pouvoir commanditer du coup le meurtre sur un des lieux de tournage, et que depuis, lui, il vit complètement dans la terreur, qu'il a peur de se faire tuer à tout moment, qu'il est profondément peiné, attristé, enfin voilà, et lui il dit qu'il a plus de vie, qu'il s'en sort pas, et en fait en voyant cette vidéo, ça m'a vraiment brisé le cœur, ça m'a touché au plus haut point. Bon, excusez-moi, mais je trouve ça complètement fou. Donc voilà, il y a eu ça en énorme fait divers. Donc là, je vous dis, la sentence est très récente, et cette vidéo, vous pouvez la trouver sur Internet. Ensuite, quelque chose de plus joyeux, et oui, je vous parlais de cette expo qui va se dérouler à Draguignan. Alors n'hésitez pas à y aller si vous êtes dans le sud de la France, même si vous passez par là pour des vacances, pour un déplacement pro, je ne sais pas, un baptême, un mariage, peu importe. Faites un détour pour aller voir cette expo, parce que je vous jure qu'elle est fantastique. C'est pas parce que j'y participe, je vous jure qu'elle est fantastique. Donc elle a lieu du 21 juin au 28 septembre à l'hôtel du département du Var à Draguignan. Sachez qu'il y a 300 œuvres au cœur de cette expo, et dont certaines sont très rares. Je vous dis, il y en a une que je veux voir absolument, parce que c'est vraiment la base pour moi, et c'est complètement fou qu'elle soit là-bas. Et donc il y a 6 salles, alors je vais les lire. Il y a Revenants antiques, il y a Nos fantômes, il y a Esprit et tu là, Les lieux hantés, Technologie et chasse aux fantômes, c'est là où je suis, et Spectre d'ailleurs. C'est fantastique, allez-y, franchement, allez-y. Un autre fait divers, et celui-là je pense que vous l'avez vu aussi, mon Dieu, ce qu'il m'a fait rire, et j'espère qu'il vous a fait rire également, puisque moi j'ai eu un petit peu peur à un moment quand j'ai vu que ça prenait une ampleur dramatique, et je me suis dit, dans quel monde on vit? Parce que des choses dramatiques, il y en a partout autour de nous, d'ailleurs c'est devenu tellement anxiogène que des fois je me demande dans quel monde je vis, et si j'ai envie d'y vivre d'ailleurs. Mais là en fait, ce fait divers pour moi était hilarant, et je n'ai pas compris l'ampleur dramatique que ça a pris. Donc ce fait divers, c'est la poupée Annabelle qui s'est enfuie du musée. Voilà, je retiens un rire, on va y revenir. C'est pas pour me moquer, si vous faites partie des gens qui ont eu peur en regardant ce fait divers, je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, tout est dérisoire et tout est hilarant. Et c'est pas du tout pour me moquer de vous, ni de votre peur, hein. Attention, chacun a ses propres peurs, chacun a ses phobies. C'est juste qu'en fait, toute l'ampleur de ce phénomène est purement contrôlée, et c'est vraiment, faut arrêter quoi. Un petit reminder déjà concernant Annabelle, puisque je pense que vous savez qui est Annabelle, la poupée Annabelle. Elle a été rendue célèbre grâce au film Conjuring, et puis ensuite elle a eu sa propre franchise Annabelle. Donc comment ne pas passer à côté? Pour les personnes qui ont suivi, en tout cas, c'est une poupée qui est réellement supposée hantée, qui se trouve aux États-Unis, qui a été trouvée par le couple Warren, et qui est l'un des objets les plus hantés du couple Warren, qui se trouve dans un musée enfermé et qu'il ne faut pas bouger parce qu'elle est extrêmement dangereuse. Cette poupée, du coup, il est supposé qu'elle enfermait, en tout cas au départ, l'esprit d'une jeune fille de 16 ans qui s'appelait Annabelle, et par la suite, quand le couple Warren la découvre, eux estiment qu'il y a un démon qui est enfermé dedans. Donc, comme leur cœur de métier était plus ou moins de récupérer des objets hantés et d'en faire un musée, évidemment, sinon c'est pas drôle. Ils ont récupéré Annabelle, ils l'ont enfermée, et voilà. Et le message était, et a toujours été, il ne faut jamais déplacer Annabelle, il ne faut pas la sortir de sa boîte. Le couple Warren, si vous avez écouté les autres podcasts, vous savez que je les ai pas en amour. Voilà, majoritairement, tout a plus ou moins prouvé que c'était un petit peu des escrocs, en quelque sorte, qu'ils avaient surfé sur une vague. Je pense que Lorraine était vraiment embrigadée dans quelque chose où elle n'avait pas vraiment le contrôle, mais en tout cas, Ed était à la tête de plein de choses, et Ed n'était pas vraiment une bonne personne. Si vous voulez écouter pourquoi, j'ai un podcast, l'un des premiers podcasts, où vraiment on en parle en détail, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais là, on va se concentrer sur cette poupée Annabelle et sur ce fait divers. Donc, actuellement, à la tête du musée est Tony Spera, qui est le beau-fils du couple Warren. Il faut savoir que Ed et Lorraine sont désormais décédés, mais le musée existe toujours,
Et il est tenu, du coup, par le mari de la fille des Warren. Cet homme-là, je ne l'aime pas non plus. Je ne l'aime pas et j'ai été en contact avec cette personne. C'est pour ça que je me permets un avis personnel aussi tranché. Ça fait déjà un moment qu'il essaye de faire du business avec le musée et entre autres Annabelle. À l'époque, il vendait des rencontres avec Lorraine Warren, possibilité de s'approcher un peu de la poupée Annabelle, et à l'époque j'avais organisé un voyage aux États-Unis et j'avais payé pour ce merveilleux service pour les personnes qui venaient faire ce voyage, parce que qui ne veut pas rencontrer Lorraine Warren et la poupée Annabelle, bien évidemment. Et en fait, je m'étais complètement fait arnaquer. Voilà. Donc il n'y a jamais eu de service rendu. Et pourtant, il y avait de l'argent qui avait été donné. Donc j'ai rien pu faire à l'époque parce que déjà, j'avais pas les épaules, j'avais pas les reins solides, et en plus, voilà, c'est un autre pays, c'est une autre juridiction, j'étais démunie, donc j'ai juste subi la situation. Par contre, en effet, mon avis est vraiment tranché sur cette personne. Et donc, quand j'ai vu que c'était Tony Spera qui était à la tête de cette rumeur en disant « Oh là là, Annabelle s'enfuit, mon Dieu !» Et je vous dis, l'ampleur que ça a pris, il fallait faire un petit tour sur TikTok pour voir la réaction des gens et voir que certains étaient en pleurs en train de se filmer en se disant « Mon Dieu, Annabelle s'enfuit, qu'est-ce qu'on va devenir, machin ?» Parce que vous savez, Annabelle a la réputation d'être possédée et du coup capable de tuer des gens. Moi, je crois profondément aux objets hantés, attention. Je crois pas, par contre, que les objets peuvent être possédés par un esprit, encore moins par un démon. Mais je pense en effet qu'un objet, tout comme un lieu, peut avoir une mémoire, peut garder une mémoire comme ça de façon assez profonde. Et si cet objet est déplacé dans un autre lieu où il y a d'autres énergies, eh bien voilà, ça peut provoquer des phénomènes paranormaux. Et pour moi, en fait, l'objet hanté existe. Par contre, de là à en faire des objets tueurs, des objets maudits, limite même, je suis pas d'accord, parce que une fois de plus, on joue avec l'anxiété, avec la peur des gens. Je vous dis, là, on l'a bien vu avec ce fait divers, les gens devenaient fous sur leurs vidéos, en fait. Et moi, ça me rendait dingue, parce que je me disais, mais à quel moment, en fait, dans ce milieu, on a envie de mettre les gens dans cet état ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on vit déjà dans un monde qui est tellement anxiogène. On peut pas rajouter des histoires comme ça. Des histoires qui sont extrêmement flippantes, et les gens, tout le temps de la rumeur, étaient complètement flippés. Très rapidement, il y a un employé du musée qui a démenti la rumeur en disant « Non, je vais vous montrer, je vais aller filmer Annabelle, elle ne s'est pas enfuie, elle est là. » Heureusement qu'il était là. Et vous savez quoi ? C'était un coup marketing. Parce que oui, en fait, il y a un nouveau Conjuring qui va sortir, Last Rite, et du coup, Tony Spera, qui est toujours dans les coups comme ça, de toute façon, a bien évidemment joué le jeu, et ça a fait une publicité, une promo énorme pour le nouveau Conjuring. Pour moi, c'est vraiment de la très très mauvaise publicité. Bon, déjà, j'aime pas la franchise The Conjuring, mais autant vous dire que là, ce film, je vais pas aller le voir, et vraiment pour cette raison. Je suis très très intéressée par vos commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce fait divers. Est-ce que vous, en voyant du coup ces vidéos, ça vous a fait peur ? Est-ce que ça vous a renvoyé à quelque chose que vous avez vu dans les films d'horreur ? On peut en parler, je peux faire un podcast spécial objet hanté, justement, parce que moi, l'idée, là, c'est vraiment d'essayer de retirer ces peurs, justement, de ne plus avoir de phobie. Enfin, moi, vous savez, ma démarche, c'est ça, entre autres, hein, quand je vulgarise le paranormal. C'est aussi pour ces raisons, parce que moi, ça me bouffe, ça me saoule, en fait, qu'on surfe sur cette vague de peur, ok, pour les films d'horreur, et je pense que les gens arrivent à faire le distinguo quand ils regardent un film et quand ils regardent un documentaire, évidemment. Donc quand on regarde un film d'horreur, une fois que c'est terminé, on va faire peut-être 2-3 cauchemars, et puis voilà, on passe à autre chose. Mais quand on a des croyances qui sont ancrées sur des choses comme ça, là c'est beaucoup plus grave, parce que ça peut traumatiser, ça peut apporter des troubles psychologiques, enfin voilà, c'est là où je suis vraiment pas d'accord. Il faut qu'on arrête de surfer sur cette vague de peur, parce que le paranormal c'est autre chose en fait. Les phénomènes paranormaux sont intéressants et sont fascinants pour plein d'autres raisons, et certainement pas la peur. Et du coup, si vous avez peur, déjà une fois de plus, je vous le dis, je ne me moque pas de vous, pas du tout. Si vous avez besoin de soutien à ce niveau-là, venez m'en parler, et je vais vous parler longuement de tout ça, parce que vraiment, il faut qu'on arrête de croire qu'on est en danger face à un objet. Donc Annabelle, c'est no. Ok, et bien écoutez, je vous propose qu'on ouvre la porte à la libre antenne et qu'on écoute les messages. J'ai quelques messages, il me semble que j'en ai 5 ou 6, on va écouter ça, que j'ai sélectionné. Je les ai pas écoutés encore, donc vraiment je vais les découvrir avec vous. Alors, allons-y. Bonjour Vanessa, ici Nil, création sur Instagram, mon prénom c'est Mélanie.
On a déjà échangé brièvement, parce qu'en fait, je te suis depuis longtemps. Donc, quand tu mets des posts, ça m'arrive souvent de commenter. J'aime beaucoup, en fait, ton podcast parce que tu vulgarises tout ce qui touche au paranormal. Vraiment des sujets très variés. Et en fait, moi, je suis à la recherche de réponses depuis bien longtemps. J'ai écrit un livre par rapport à ça. Ça s'appelle Les ombres m'ont suivi sur Amazon. C'est Véronique Geoffroy du Château de Fougeray qui m'a fait la préface, gentiment. En fait, j'y raconte les choses que j'ai vécues, que je cherche encore à comprendre. Et notamment, il y a deux trucs en particulier qui m'ont, on va dire, un peu pourri la vie. Le premier truc, c'est que pendant une longue période, je voyais des silhouettes noires dans ma chambre. Des choses en fait qui s'apparentent à ce qu'on peut voir quand on fait a priori de la paralysie du sommeil. Sauf que je sais que je ne faisais pas de paralysie du sommeil puisque j'étais capable de bouger. Et puis l'autre truc aussi, c'est que ça m'est arrivé plusieurs fois de voir ce que je pensais être mes petits copains à côté de moi dans le lit. Et au moment de les toucher, en fait, ma main a passé à travers eux. Ou alors, la dernière fois que c'est arrivé, le personnage était en fait plus petit que mon petit copain, donc j'ai compris que c'était pas lui. Bref, je pourrais t'en parler plus en détail si on... Absolument fascinant ce message. Alors déjà, merci à toi pour ton message, pour ton partage et félicitations pour le livre. Parce que franchement, s'il y a bien une chose que je sais plutôt compliquée, c'est d'écrire un livre, de se faire éditer et de parler de ce sujet-là. Donc déjà, félicitations pour avoir passé le pas et pour l'avoir sorti tout simplement. Donc je te souhaite beaucoup de succès. Pour te répondre, alors c'est rigolo parce que moi j'ai fait une sorte de parallèle. Moi j'ai vécu plus ou moins la même chose avec les silhouettes noires. Alors du coup, ce qui serait intéressant, c'est que tu me dises, si tu veux, tu peux refaire un message pour un nouveau podcast, je pense que ça peut intéresser les gens, ou tu peux m'écrire directement en privé, pas de souci. Si ces silhouettes noires, tu les vois toujours. Parce que moi je les ai vues pendant très longtemps. Et ce qui a été intéressant, c'est que quand je me suis lancée à corps perdu justement dans tout ça, dans la recherche, et vraiment que je l'ai officialisé, c'est surtout quand je l'ai officialisé, donc il y a 15 ans, j'ai commencé à voir des silhouettes noires. Et à l'époque, vraiment, forcément, ça travaille parce qu'on se dit, oh là là, j'avais vraiment une recrudescence des phénomènes paranormaux autour de moi, et mes proches aussi. C'est ça qui était le plus fou, en fait, c'est que je n'étais pas seule à vivre les phénomènes, mes proches, de leur côté, quand je n'étais pas là, vivaient des phénomènes et c'était complètement fou. Et à un moment, je me suis dit, ok, à cette époque, moi, mes croyances étaient vraiment ancrées et je commençais vraiment à me dire que c'était des sortes de signes ou plutôt des entités qui essayaient de m'empêcher de faire ce que j'allais faire. Ce qui ne m'a jamais arrêté. Mais vraiment, c'était complètement fou. Et dans les phénomènes, du coup, les plus récurrents, et ceux qui sont survenus en premier, c'était de voir des ombres projetées. Alors, j'en ai beaucoup parlé parce que moi, ça me fascinait, en fait. Et une fois de plus, c'est l'aspect cartésien qui me faisait dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer ? Je pétais un câble, littéralement. J'avais vraiment des ombres projetées sur le mur, donc projetées de quelqu'un que je ne voyais pas, et qui disparaissaient, qui étaient hyper fugaces. Et ça m'arrivait dans plusieurs lieux, que je sois en France, à l'étranger, il n'y avait pas un lieu précis. Et du coup, c'est vrai que je me suis beaucoup interrogée à l'époque, parce que c'était surtout l'aspect fugace. C'était pas frontal. C'était comme si on m'observait et que lorsque je percevais qu'il y avait quelqu'un, parce que je sentais d'abord, il y avait une sorte de sentiment de on est en train de m'observer, puis de voir quelque chose dans la vision périphérique, et au moment de tourner la tête, de voir cette ombre qui file sur le mur, et il n'y a personne. Et c'est hyper frustrant parce que il y a un truc qui se passe, une fois de plus un truc qu'on ne documente pas, mais qui est ancré profondément dans notre esprit. Il y a un truc qui se passe dans plusieurs pays du monde, dans plusieurs types de situations, que je sois seule ou à plusieurs, mais il n'y a toujours que moi qui vois l'ombre. Et surtout, il ne se passe rien après. Pas de phénomène, pas de bruit, pas de baisse de température. Mais c'est vrai que je me suis questionnée parce que ça a vraiment duré pendant de nombreuses années. Mais là où c'est intéressant, et d'ailleurs c'est un sujet que je vais simplement effleurer, parce que je le garde déjà pour mon livre, mon dernier livre qui va sortir en l'an prochain, et aussi parce que il faudrait que je passe beaucoup plus de temps dessus. Mais pour le synthétiser, depuis quelques années, depuis en quelque sorte que j'ai changé mon fusil d'épaule, j'ai beaucoup moins observé de phénomènes paranormaux. Et je n'ai plus jamais observé ces silhouettes noires.
Alors là, une fois de plus, je vais pas apporter de réponse de pourquoi, parce que je vous dis, voilà, ça viendra en temps et en heure, mais il y a une raison à ça, et je trouve ça fascinant. Moi aussi, j'ai vécu la même chose que toi, et je serais très intéressée de savoir si toi, tu les vois toujours. Par contre, je suis complètement intriguée par le fait que tu dises que, apparemment, tu avais une vision un peu plus élevée, je pense, des esprits, si j'ai bien compris, et que tu pouvais même les traverser, les toucher. Je trouve ça fou, c'est complètement dingue en fait. Donc je vais acquérir ton livre, déjà ne serait-ce que par le soutien et surtout pour voir tout ce détail. Ok, on va écouter un autre message. Bonjour Vanessa, moi je m'appelle Benoît. Tout d'abord, merci à toi pour ton podcast, tout le travail que tu peux fournir et aussi nous donner maintenant la possibilité de pouvoir poser des questions ou de témoigner. Ça, c'est très cool, merci. Moi, j'avais juste une question par rapport à tous les phénomènes que tu as pu rencontrer ou que tu as pu étudier. On sait que certains phénomènes peuvent, entre guillemets, être expliqués scientifiquement, du moins par les énergies, par le magnétisme, entre autres. J'aurais voulu avoir ton top 3, si tu en avais un à donner, concernant les phénomènes qui pour toi te paraissent mais complètement inexpliqués. Voilà, il n'y a aucune explication, aucune approche scientifique pourrait éventuellement expliquer ce phénomène. Ce serait intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Merci à toi. Formidable. Franchement, ils sont incroyables sur cette libre antenne-là. Je suis très très contente d'avoir initié ce mouvement parce que incroyable. Alors, waouh, un top 3 des phénomènes les plus difficilement explicables. En fait, en vérité, au-delà du top 3, c'est vrai que c'est aujourd'hui dire qu'il y a des phénomènes qui ont complètement été expliqués par la science, il n'y en a pas vraiment. Il y a des théories qui sont fortes. La parapsychologie, entre autres, aide beaucoup à ça, mais c'est vrai que la parapsychologie n'est pas encore considérée, elle n'est pas reconnue, donc on ne peut pas non plus le prendre pour acquis. Et puis, je vous dis, dans les théories de parapsychologie, il n'y a jamais de 100%, parce que tout est une histoire de stats, de Z-score, tout ça, et que on n'atteint jamais le 100%. Donc c'est très très difficile de dire que quelque chose a été démontré scientifiquement à 100%, parce que on l'atteint jamais vraiment. En tout cas, dans les phénomènes où là vraiment, je pense que je sais même pas s'il y a une once de théorie. Ça va être difficile de faire un top 3, parce que pour moi, ils le sont tous plus ou moins, mais pour moi, dans les histoires les plus folles, les témoignages les plus fous, et même moi qui me fascine, parce que du coup, j'ai pas de vraie théorie. J'ai des idées, j'ai des choses qui me traversent la tête, mais moi, ça va être vraiment les gens qui font une bascule dans un autre espace-temps et qui vont vivre une expérience très forte où vraiment ils vont se retrouver face à des gens qui soit sont décédés, soit n'existent pas, soit se retrouver à une autre époque et s'en rendent pas compte. Il y a pas mal de témoignages quand même là-dessus. Moi, je me suis pas mal intéressée à ça, et je trouve que ces témoignages, en fait, ils sont forts, ils sont complètement fous, ils n'ont pas de sens quand on y réfléchit. Enfin, ils n'ont pas de sens si en tout cas on en suit les vraies théories scientifiques de ce point de vue-là, et qui expliquent qu'il est impossible de voyager dans le temps. Donc du coup, en fait, du point de vue scientifique, évidemment, il y a zéro théorie, et du point de vue même paranormal, il y en a pas beaucoup non plus. C'est pas des fantômes, parce que c'est des gens qui vivent des vraies expériences, qui vont dans des lieux véritablement, qu'ils visitent, qui sont en matière, qui sont voilà, il y a vraiment des gens qui leur parlent. Et puis parfois ça dure plusieurs heures. Donc il y a vraiment, je vous dis, c'est une bascule dans le temps, c'est une distorsion du temps. Et ça, pour moi, c'est peut-être le phénomène qui est le plus difficilement explicable aujourd'hui, et qui est même de l'ordre, pour moi, de la SF. C'est vraiment... Pour l'instant, pour moi, c'est des jolies histoires qu'on se raconte, où on est tous... Ah, mais moi, je suis comme ça. Quand on me raconte des histoires, je suis là, c'est complètement fou. Après, qu'on le veuille ou non, même si c'est là où il y a peut-être le plus de théories et d'avancées, les phénomènes poltergeist, quand même, sont complètement fascinants. Moi, je crois que c'est pour ça qu'ils me fascinent. C'est vraiment le phénomène, moi, qui me donnerait envie d'obtenir une bourse universitaire et de faire une thèse sur 5 ans, vraiment... Le phénomène poltergeist, c'est là où il y a le plus de recherches, où il y a eu le plus d'attention. Donc on a pas mal de réponses déjà, mais une fois de plus sans certitude. Donc on a des théories que c'est toujours tourné autour des gens, des énergies qui sont renvoyées par les gens, mais en fait juste cette bascule une fois de plus mentale et intellectuelle, de se dire que des gens, par la force de l'esprit, parce qu'à l'intérieur c'est complètement le chaos, ils sont en train de projeter ça, et qu'ils sont en train de le projeter de façon tellement violente que la matière autour d'eux réagit, et que les meubles sont projetés, et que des objets volent et machin. Ça, pour moi, c'est fou aussi, et c'est digne de la SF, et je pense que beaucoup de gens
adore les poltergeists. Je crois que c'est vraiment le phénomène paranormal le plus aimé en quelque sorte, dans le sens où il est sensationnel. Dans les films d'horreur, c'est sensationnel. Dans les témoignages, c'est le type de témoignage qui peut passer dans les faits divers. C'est le seul d'ailleurs. Et puis quand on parle de poltergeist aux gens, c'est l'un des seuls, je pense, où les gens sont vraiment pareil, en train d'écouter, en train de « oh là, c'est complètement fou » et tout. Mais parce que aussi il y a cette théorie, je vous dis, scientifique en quelque sorte, de se dire « oui, bah c'est les gens qui font de la psychokinèse ». Ouais, mais c'est complètement fou aussi de se dire que les gens, par la force de l'esprit, projettent des objets. Et c'est ça, en fait, moi, qui me fascine. Et c'est là où aujourd'hui, une fois de plus, du domaine de la parapsychologie, il y a des avancées, mais il n'y a pas de réponse à 100%. Donc, pour pas que ce soit trop long, je vais rester sur ce top 2, en quelque sorte. Donc j'espère que ça répond bien à ta question, Benoît. N'hésitez pas vous-même à me dire en commentaire quel est, selon vous, le ou les phénomènes paranormaux qui sont le moins explicables et qui sont les plus dérangeants, en quelque sorte. Allez, une autre question. Mon histoire, elle se déroule le 30 mai où, avec un groupe de collègues, on décide d'organiser en fait un voyage à Phantasialand, donc en résidant dans un Airbnb en Allemagne, pas très loin. Et donc c'est pas moi qui m'occupe de quoi que ce soit, hein, c'est un collègue, Malik, qui décide de prendre en charge l'organisation. Voilà, tout se passe bien, on fait le trajet, on arrive là-bas, on s'installe, on mange ensemble, etc. Je vous passe la convivialité, et à un moment donné, on regarde un petit peu ce qu'il y a dans les Airbnb, dans la cuisine, les affaires, et puis je prends une boîte de thé blanche, en bois, très jolie, et je l'amène à table, et à un moment donné, je regarde, je vois qu'il y a plein d'écritures, en fait, sur le bord supérieur. Et je vois écrit plusieurs prénoms, et il y a, ben oui, je vous le fais pas dire, mon prénom avec la première lettre de mon nom de famille. C'est pas la première fois que je rencontre ce type de moment, mais sur le coup, ça m'a un peu marqué. Je sais pas combien de kilomètres de chez moi en Allemagne. Voilà pour la petite histoire. Une fois de plus, un témoignage génial. Alors, j'ai reçu la photo de cette boîte de thé, où en effet, c'est une boîte de thé en bois, vous savez, avec les petits compartiments, et autour, en fait, il y a plein de gens qui avaient signé, donc j'imagine que c'était un cadeau, quelque chose comme ça. Et en effet, il y a bien le prénom et la première lettre de la personne qui laisse le message. On appelle ça donc une synchronicité de fou en quelque sorte, parce que je peux comprendre que c'est déstabilisant. Et d'ailleurs, pour en revenir à la question d'avant, je pense que je vais ajouter les synchronicités dans le top 3. Synchronicité, pour moi, ça s'explique et ça s'explique pas, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens, une fois de plus, qui vous importeront des théories, mais ça reste quelque chose d'assez fascinant, parce que des fois il y a des synchronicités qui sont juste à tomber par terre, vraiment. Et ça, vraiment, moi, c'est un des trucs qui me fascine le plus aussi, les synchronicités. Donc là, en l'occurrence, on est sur quelque chose comme ça, à savoir que j'entends en plus que c'est pas la personne donc, qui s'appelle Kevin, qui m'a laissé le message, qui a organisé le séjour, il n'a pas choisi le Airbnb, donc il y a tout un truc, en fait, tout un contexte. Alors, c'est toujours difficile, en fait, de se demander derrière une synchronicité, qu'est-ce qu'on en fait. Mais là, en l'occurrence, sur la boîte de thé, juste l'impression qu'il fallait être là à cet endroit précisément, mais là, en l'occurrence, je trouve que c'est juste une très belle synchronicité. J'ai pas forcément plus de réponses à ça. Quel était le message derrière je sais pas trop, mais peut-être qu'il y aurait eu une analyse peut-être à faire avec les autres prénoms autour. Est-ce qu'il y avait des synchronicités, une fois de plus, avec des gens qui pouvaient être autour de toi, Kevin, si tu entends ce message, du coup, est-ce que tu te rappelles des prénoms autour sur la boîte? Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui ont ce prénom, ou voilà, ça peut être intéressant. Mais superbe histoire, merci beaucoup. Une autre. Salut Vanessa. Alors moi, je voulais partager des expériences que j'ai eues dans ma maison. Alors, une fois, une odeur de rose dans le salon, alors que j'étais en train de remettre le dodo de mon chien. J'ai été assez interloquée sur le coup, et après je me suis dit, la maison, elle a appartenu aux Templiers. La rose, les Templiers, c'est qu'une supposition. Sinon, une nuit, je me suis réveillée, et là, il y avait une forme immaculée blanche au pied de mon lit. C'était là. Je me suis rendormie sans me poser de questions. J'ai rouvert les yeux. C'était toujours là.
Il n'y avait pas de lumière extérieure, on habite au milieu des champs. Il n'y avait pas de lune. Je n'ai jamais trouvé d'où pouvait venir la lumière. Et la troisième expérience, c'était en février l'année dernière. J'étais posée tranquille dans mon salon. Je regardais vers l'extérieur. Et là, il y a un faisceau violet qui est descendu de mon plafond, qui atterrit au sol et qui s'est transformé en fumée, qui est reparti par la baie vitrée. Sachant que la baie vitrée, avant, c'était une cheminée. Il n'y avait pas de lumière, il faisait gris. J'ai jamais compris. Mais un joli faisceau violet. Voilà, c'était mes expériences. Bisous. Merci beaucoup pour ce partage. Alors, je dois bien avouer que là, je suis sur le cul, disons-le. C'est assez fascinant. Et en plus, il y a un aspect, déjà, moi, qui me parle, qui est que j'ai l'impression que dans tous les lieux qui ont appartenu à des Templiers, il y a quelque chose de fort qui se passe, où il y a quelque chose de fort qui est imprégné. Ça me rappelle un petit peu la maison de Manu qui faisait partie de la Nuit du Chasseur, où on a pas mal enquêté et où il y avait des trucs de fous qui se passaient, où elle-même vivait des trucs de fous. Et je trouve ça assez fascinant déjà dans un premier temps, parce que moi je dis souvent qu'il n'y a pas de lieux hantés en quelque sorte, dans le sens où tout peut être hanté, mais c'est vrai que parfois on peut retrouver des catégories de lieux, souvent les châteaux évidemment, puisque ce sont des lieux qui sont très vieux et qui ont forcément beaucoup de vie, beaucoup de mémoire, tout ça. Mais les lieux qui ont appartenu à des Templiers, je me rends compte aussi également. Donc ça déjà c'est un point qui est fascinant, et ça me donne envie de me plonger un petit peu plus peut-être, parce que j'en ai pas fait tant que ça, des lieux qui ont appartenu à des Templiers. Je pense que j'aimerais bien, ça fait un moment déjà que j'aimerais me consacrer un petit peu plus à ça. Ensuite, par rapport aux phénomènes énoncés, écoute, je trouve qu'ils sont tous complètement fous. Alors l'odeur de rose, en effet, ça peut être un lien, tout à fait, ça peut être un lien comme ça peut ne pas en être un. Quoi qu'il arrive, c'est intéressant d'en parler, parce que c'est vrai que dans les phénomènes paranormaux, et quand on imagine des forts phénomènes, on imagine toujours des apparitions ou sentir une présence ou des choses comme ça, mais en fait on oublie souvent les odeurs. Et les odeurs, en fait, il y a des odeurs fantômes parfois qui sont extrêmement puissantes et qui peuvent avoir une signification. Et cette odeur de fleurs, elle revient en effet souvent dans les lieux hantés. Alors vous me direz, ça peut être beaucoup de choses, déjà ça peut être une hallucination une fois de plus, mais il y a pas mal de théories aussi qui disent que ça peut être une présence d'esprit, ou un esprit qui se fait sentir, ou un moment de vie, parce que parfois il est aussi possible de sentir de la cuisine, du chocolat, des choses comme ça, donc vraiment comme s'il y avait une vraie mémoire du passé qui revenait en effluve comme ça, et c'est parfois succulent, c'est délicieux. Il y a très peu d'odeurs qui sont nauséabondes, hein. Souvent, moi je me souviens d'un lieu où on était parti enquêter une fois de plus avec la Nuit du Chasseur en Angleterre, dans un fort, et c'était très rigolo parce que c'était une odeur que moi seule sentais, et genre ça me rendait hystérique parce que je ne comprenais pas que les autres le sentent pas. Et pour moi c'était genre, mais c'était comme si on avait ouvert un pot à tabac et que vraiment on m'avait mis la tête dedans en fait. Et je sentais ça et je me disais, mais vous sentez pas? Mais non, il n'y a pas d'odeur de tabac. Je pense que je suis hystérique sur la vidéo, et j'étais partie chercher des clopes et tenez, vous voulez fumer, machin. Enfin, j'étais partie dans un truc où voilà, on m'arrête plus. Mais c'est vrai que des fois en fait, c'est extrêmement puissant, et à la fois une fois de plus, alors ça peut être collectif, parce que souvent, moi, sur les événements que j'organisais, on se rendait compte que quand quelqu'un sentait une odeur, c'était collectif. Et d'ailleurs, on avait vécu un super phénomène, en quelque sorte, sur une enquête au cœur d'une abbaye, où on s'était mis à sentir la lavande. Et il n'y avait pas du tout, c'était en Normandie, donc autant vous dire qu'il n'y avait pas de lavande. Alors c'est pas qu'il n'y a pas de lavande naturellement, c'est beaucoup plus dans le sud, mais on pourrait en planter, mais je veux dire, il n'y en avait vraiment pas sur le terrain, autour, nulle part, personne n'avait de parfum de lavande, personne n'avait de lavande sur soi. Et l'odeur de lavande était tellement forte que c'était immanquable. En fait, on était une vingtaine et les 20 sentaient l'odeur de lavande. Et c'était un endroit précis, c'était dans l'église abbatiale. Donc la première partie de l'enquête, c'était de dire, est-ce que quelqu'un a du parfum à la lavande? Personne ne répondait, enfin personne n'en avait, donc voilà, cette piste-là était éloignée. On a fait le tour ensuite du domaine pour s'assurer qu'il n'y avait vraiment pas de lavande. J'avais appelé le propriétaire, il m'avait dit, il n'y a pas de lavande, donc vraiment pas de lavande. Voilà, c'était vraiment pas c'était pas possible. Et en fait, il y avait une infirmière sur place qui nous avait dit que le sang pouvait avoir une odeur de lavande. Et alors, la chose la plus folle, c'est qu'à l'endroit précis où on a vécu ce phénomène olfactif, avait eu lieu un meurtre au XIVe siècle. La seconde chose la plus folle, c'est que ce lieu, je l'ai enquêté
une vingtaine de fois. Je pense que même je suis trop gentille. Je l'ai vraiment énormément quêté et que jamais je n'avais fait face à ce phénomène. C'était la première fois pour tout le monde et pour moi en premier. Et c'était vraiment complètement fou. Donc tout ça pour dire que il y a vraiment aussi des fantômes qui se manifestent par l'odeur et on l'oublie souvent. Et donc, en tout cas, pour te donner raison sur cette histoire de Rose, en effet, ça pourrait être lié aux Templiers, ça pourrait être aussi lié à une personne. Voilà, il y a plein de choses qui pourraient faire que... mais quoi qu'il arrive, c'est lié. C'était si toi, tu n'avais pas de rose dans ta maison à ce moment-là, ni de parfum de rose, c'est forcément une manifestation. Pour les autres phénomènes que tu as vécus, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est des phénomènes visuels. J'imagine, je sais pas si vous vivez à plusieurs dans ce lieu, mais j'imagine que tu les as vécus seuls parce que souvent ce type de phénomènes sont vécus seuls. Le truc le plus fou, en fait, c'est que tu me parles de cette lumière violette, cette barre de lumière violette qui est descendue du plafond, qui s'est transformée en fumée, je crois que tu dis. Et ça, en fait, ces anomalies lumineuses, nous, on les décèle souvent, d'ailleurs on appelle ça des orbes, au travers d'une lentille de caméra ou d'appareil photo, de portable, ce que tu veux. Très rarement, en fait, ces anomalies, on les voit à l'œil nu. Donc moi, je trouve ça fou, en fait. Moi, je pense que tu as une sensibilité, déjà. Tu arrives à percevoir et à voir ce que les autres ne voient pas et ne perçoivent pas. Donc je pense que tes sens sont plus développés. Donc je ne sais pas si tu as un don médiumnique ou quelque chose, mais je serais pas étonnée, en quelque sorte. Après, de là à te dire ce que c'est, ce serait un petit peu trop complexe. Ça pourrait être une énergie, ça pourrait être une particule, ça pourrait être plein de choses qu'on connaît pas d'ailleurs. Pour moi, toutes ces choses-là, toutes ces visions qu'on a un petit peu de brume, d'orbes lumineux, mais qui sont pas des orbes justement, qui vont être des anomalies lumineuses. Pour moi, tout ça, c'est encore une grande inconnue dans le milieu du paranormal. D'ailleurs, je suis même pas certaine que beaucoup de gens s'y intéressent vraiment. Je pense que oui, hein, y a toujours des gens, mais pas autant que les autres sujets justement. Et il y a une grande inconnue. Donc là, j'aurais pas plus de choses à te dire, si ce n'est que moi, j'ai déjà eu en effet des visions de flashs lumineux qui n'apportaient rien derrière. Il n'y avait pas forcément de phénomène et qui sont très durs à expliquer parce que est-ce qu'on peut considérer que c'est une manifestation ? Après tout, pourquoi pas ? Les apparitions ne sont pas que des ombres, ne sont pas que des silhouettes ou vraiment même des gens. Donc on peut considérer que c'est une apparition. Maintenant, pourquoi elle se manifeste comme ça ? Peut-être tout simplement parce que ces personnes sont redevenues énergie après leur mort et que peut-être elles se manifestent sous leur forme la plus pure. Pourquoi pas ? Je sais pas si ça te parle, mais en tout cas, voilà ma réponse. Allez, un autre message. Coucou Vanessa, alors moi j'avais plutôt une question par rapport à un sujet qui revient souvent mais dont les réponses sont assez opposées de ce que j'en vois en tout cas. C'est par rapport au lieu hanté. Est-ce que les présences qu'il y a dedans seraient plutôt accrochées au lieu ou est-ce qu'elles pourraient nous suivre si on a été dans ce lieu, soit juste en le visitant, soit en y vivant ? Et enfin, d'après tes expériences, qu'est-ce que ce serait le plus logique d'après toi ? Parce que je vois pas pourquoi ils seraient emprisonnés dans un lieu et ne pourraient pas en bouger. Et en même temps, est-ce que vraiment c'est juste de dire qu'ils nous suivent après partout où on va, qu'ils nous pompent notre énergie et tout ça. Voilà, je sais pas si j'ai été assez claire, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Merci pour ta réponse. Tu as été assez claire, c'est très clair. Moi, ce que je dirais déjà, et c'était un petit peu l'éducation qu'on voulait apporter sur les événements que j'organisais, c'était, une fois de plus, vous l'avez compris sur le podcast, moi je refuse que les gens aient peur. Et quand les gens venaient avec la peur sur les événements, et c'est normal, on faisait tout pour qu'ils n'aient plus peur, et qu'ils n'aient pas peur de ce qui se passe. Et dans les craintes les plus universelles des personnes qui venaient, c'était « Ok, comme là je viens dans un lieu hanté, je vais repartir, les entités vont s'accrocher à moi et me suivre. » Et ça, c'est un truc, en tout cas si on parle de croyance, je n'y crois pas du tout. Et aussi en termes d'expérience, parce que c'est vrai que c'est très dur à démontrer, hein, je peux pas le démontrer moi d'un point de vue scientifique, et je peux pas le démontrer non plus avec de la technologie. Par contre, en termes d'expérience, moi, avec toutes les enquêtes que j'ai faites et tous les lieux, je n'ai jamais ramené quelque chose avec moi chez moi et aucun des lieux dans lesquels j'ai vécu n'a été hanté. Donc ne serait-ce que pour ça, je peux plus ou moins démontrer que les entités ne s'accrochent pas. Maintenant, tout dépend à qui on pose la question. Si vous posez la question à des médiums, les médiums vont dire « bah si, bien sûr ». Je me souviens d'un échange que j'avais eu avec une médium qui travaillait pour la police et qui m'avait dit, c'était il y a très longtemps, et qui m'avait dit qu'une fois elle avait visité une morgue et que elle, en fait, comme elle arrivait à percevoir les défunts, tous les défunts de cette morgue, du coup,
avait vu qu'elle pouvait percevoir, et en plus elle était très jeune dans sa médiumnité, et l'avait suivie parce qu'ils étaient tous, selon ses dires, lorsqu'une personne décède pendant quelques jours, l'âme est un petit peu perdue. Voilà, elle sait pas trop, elle est un petit peu confuse, et du coup les âmes sont attachées au corps encore, et du coup se demandent ce qu'ils font là, en fait. Et du coup là c'est un petit peu ce qui se passait, et elle disait qu'elle s'était retrouvée avec des dizaines d'âmes qui la suivaient partout et qui lui demandaient en permanence mais qu'est-ce qui se passe, aidez-moi, machin, voilà. Donc bon, ça c'est une version que j'avais eue, j'ai pas donné mon avis en quelque sorte puisque je ne l'ai pas vécu. Maintenant moi si on parle de mes croyances et de mon expérience propre, moi je n'ai pas vécu ça, et je ne crois pas en effet qu'une entité puisse décider de s'attacher à quelqu'un et de le suivre. La seule raison qui ferait ça, et encore il faut imaginer qu'un esprit s'attache aussi à un objet, ce serait de porter en permanence un objet qui a appartenu à quelqu'un qui est décédé. Au-delà d'imaginer que cet esprit est accroché, on pourrait plutôt parler de mémoire, et du coup de mémoire tellement forte qu'on pourrait ressentir, voir des choses, voir des projections de cette personne, etc. Donc moi je vais plus croire en ça. Maintenant, pareil, moi je crois pas forcément que les esprits, les fantômes, en tout cas, je pense qu'on va plus parler de fantômes, parce que les esprits, a priori, partent ailleurs, mais les fantômes restent bloqués, et bien évidemment, dans les croyances et dans les théories basiques du paranormal, c'est très répandu de dire que voilà, si les personnes sont mal décédées, d'ailleurs c'est plutôt un discours catholique, de dire que si les personnes sont mal décédées, elles restent bloquées en fait. Et du coup, elles erreraient de façon éternelle. Et puis voilà, et puis si vous lisez beaucoup de livres tournés autour de ces croyances, c'est toujours pour les mêmes choses, c'est soit attache matérielle, donc un lieu, un trésor, des choses comme ça, soit une attache affective, émotionnelle auprès de quelqu'un, et donc impossible de quitter cette personne, ou alors ça va être des malédictions, des choses comme ça. Donc ça pour moi c'est, à part les médiums qui le vivent, pour moi il y a personne qui a réussi à démontrer que tout ça a été vrai. Une fois de plus on est dans le paranormal, donc je pense en fait qu'il faut vraiment se faire confiance, des fois y aller avec son instinct et ses croyances, ses propres croyances. Donc si toi ça te parle pas, accepte simplement que c'est pas ça, tout simplement. Tu vois, même moi là en fait je donne ma version, mais en quelque sorte pour moi elle m'est propre, elle va parler à ceux qui ont envie de l'entendre, et puis ceux qui ne sont pas d'accord, ils sont pas d'accord, il n'y a pas de souci en fait. Mais je pense que dans ce milieu-là, on n'a pas d'autre choix que de se faire confiance, de s'écouter. Parce que moi, si j'avais pas toute cette expérience, je pense que j'aurais pas autant de conviction dans ma prise de parole. Mais maintenant, en effet, je pense qu'il faut se faire confiance. Il faut se faire confiance dans ses croyances et dans ce qu'il y a là, au plus profond, et ce qui nous parle. Allez, il y a une dernière question. Coucou Vanessa, moi c'est Marie et il m'est arrivé quelque chose d'étrange en fin d'année. Pour te mettre dans le contexte, des travaux devaient être effectués dans ma chambre. De ce fait, je dormais la semaine dans la chambre de ma sœur et le week-end dans celle de ma mère. Tout se passait très bien jusqu'à cette fameuse nuit. Je me souviens de la date car je partais à Paris pour un concert. C'était la nuit du 30 novembre au 1er décembre. J'étais donc dans la chambre de ma mère. Alors ce soir-là, comme d'habitude, je scrolle sur les réseaux avant d'aller dormir. Et pour m'endormir, je lance toujours une vidéo de beauté en herbe. Alors à ce moment-là, je devais être en phase de demi-sommeil quand j'entends une respiration dans mon oreille. De ce type. J'étais seule dans le lit, j'ai ouvert les yeux, la vidéo était terminée, donc ce n'était pas ça. Ayant un peu peur, je remets une vidéo pour me rendormir. Vidéo finie, je ne dors pas. J'entends comme si quelqu'un se prenait les pieds dans le chapiteau Playmobil au sol. J'allume la lumière, personne, pas même le chat. Je tente tant bien que mal de me rendormir, mais la peur me saisit. Je transpire à grosses gouttes, au point de me demander si je ne fais pas une forte fièvre de type hallucinante. Puis j'entends un dernier bruit, comme si le chat sautait sur la commode pour observer dehors. Je te le donne en mille, pas de chat. J'ai pris mes clics et mes claques, et je suis allée tenter de finir ma nuit dans le canapé. À ce jour, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Un autre superbe témoignage, franchement. Merci beaucoup, du coup, Marie, pour ce partage. Alors, une fois de plus, le phénomène est complètement fou. Alors moi, j'ai une question. Tu pourras m'y répondre soit par message et je le reprends dans un autre podcast, ou tu me l'envoies par écrit. Est-ce que du coup dans cette maison, parce que je comprends qu'il y avait, tu dormais pas à l'endroit où tu dormais habituellement, donc s'il y avait un contexte qui est tu dormais dans un autre lieu, mais dans la maison que tu connaissais. Est-ce que du coup tu avais déjà vécu des phénomènes de ce type ou d'autres phénomènes?
Parce que là, c'est vrai que pour une seule et même soirée, je trouve ça complètement dingue. Je comprends que tu aies fini sur le canapé. Et c'est vrai que des fois, il y a des phénomènes qui sont très perturbants. Moi, je repense entre autres à un phénomène que j'avais vécu. Donc, comme je disais, quand je m'étais lancée, il y avait une recrudescence de phénomènes qui étaient mais, tous aussi fous les uns que les autres. Et entre autres, dans un des phénomènes, je crois que j'en ai parlé rarement de celui-là, mais j'étais en train de lire tranquillement chez moi, mon compagnon était au travail, voilà, j'étais vraiment seule, et en fait, j'entends dans mon oreille, enfin c'est très particulier, je vais expliquer après, mais j'entends dans mon oreille quelqu'un qui dit « si on peut parler ». Alors hors contexte, comme ça, c'est incompréhensible. Et là, je me dis, enfin, je suis persuadée qu'il y a quelqu'un. En plus, je reconnais pas la voix de mon compagnon, mais je suis persuadée qu'il y a quelqu'un, donc la peur panique me fait que je me jette au sol, littéralement, et je me retourne, il y a personne chez moi, en fait. Et pour vous dire à quel point ce qui s'est passé était réel, c'est que j'avais, donc c'était dans cette oreille, je m'en souviens, hein, comme si c'était hier, c'était il y a 15 ans. Et là, j'avais une chair de poule pile poil à l'endroit où ce son est arrivé. Et ce son, en fait, pour moi, il est arrivé comme une boule, en fait, en gros. C'est comme si une petite bulle avait explosé dans mon oreille avec ce son. Vraiment, ça m'avait fait cette sensation. Hors contexte, je vous disais, c'est incompréhensible. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, en fait, je traînais sur un forum de paranormal. J'étais déjà très sceptique, très